thématique de cette quatrième table ronde du colloque s'intitule « Culture professionnelle commune des enseignants et coéducation ». Donc la coéducation, vous le savez, c'est le fait de reconnaître que dans l'éducation des enfants interviennent de très nombreux acteurs. Parmi ces acteurs, qui ne sont pas les seuls, mais qui sont des acteurs très importants, on distingue notamment les parents d'élèves, la famille dans un sens plus large, et puis aussi les enseignants, ce qui explique que pour constituer cette table ronde, nous avons fait appel à la fois à des représentants d'enseignants et aussi à des représentants de parents d'élèves. Alors l'histoire des relations entre l'école et les parents est une histoire complexe et tumultueuse. Au risque d'aller dans la caricature, mais pour quand même dire les choses telles qu'elles ont été pendant longtemps, l'école, et notamment l'école républicaine, dont nous sommes les héritiers ici en Nouvelle-Calédonie, s'est construite pour une bonne part contre les familles. Il s'agissait bien à un moment donné, notamment à la fin du XIXe siècle, d'enlever les enfants à leur famille pour les éduquer, pour les instruire, pour les former, et notamment pour en faire de bons petits républicains, et notamment pour faire de bons petits républicains des enfants qui pouvaient être originaires de familles qui, elles, n'étaient pas républicaines, notamment des familles marquées par des traditions religieuses, anti-républicaines aussi, etc., etc. C'est donc finalement de manière assez récente que l'on a assisté à une tentative de réconciliation, de rapprochement entre l'école et les familles, une tentative de réconciliation, de rapprochement qui est parfois difficile à mettre en œuvre. Alors c'est difficile à mettre en œuvre partout, c'est certainement aussi très difficile à mettre en œuvre en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup développé hier dans ma communication, il existe peut-être en Nouvelle-Calédonie des obstacles supplémentaires pour permettre ce travail de coopération, pour permettre la mise en place d'une relation de confiance entre l'école et les familles. Ce qui est sûr en tout cas, et je le disais au départ, c'est que les parents, la famille et les enseignants sont des acteurs incontournables dans l'éducation des enfants, et on s'interroge finalement souvent sur le fait de savoir quelle est la part qui revient à chacun de ces deux acteurs. Quel est l'acteur le plus important ? Quel est celui qui a le rôle le plus déterminant ? Alors, pour essayer un petit peu d'éclairer le débat, je vais reprendre des données statistiques assez simples, alors qui portent sur des enfants de France métropolitaine, mais je pense qu'on pourrait assez facilement, retrouver des valeurs assez similaires dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. Voilà donc quelle est la réalité d'un jeune de 18 ans. Depuis sa naissance, un jeune de 18 ans a dormi pendant 7 ans. Il a mangé pendant 9 mois. Il est allé à l'école pendant 1 an et 7 mois. 1 an et 10 mois si on prend en compte le travail scolaire. Il a fait 2 ans d'activités et de loisirs organisés. Et le reste du temps se décompose en 4 ans et 4 mois, de temps en famille et 2 ans et 4 mois passés devant un écran. Bon, si vous faites le total de tout ça, vous devez à peu près arriver à 18 ans. Mais ce que vous voyez, c'est que finalement, on a souvent l'impression que les enfants passent beaucoup de temps à l'école. Et parce qu'ils passent beaucoup de temps à l'école, l'école a un rôle très important à jouer dans la formation, l'éducation. Mais en réalité, si on met bout à bout tout le temps qu'un enfant a passé à l'école entre sa naissance et 18 ans, finalement, on se rend compte que c'est un temps très limité et pendant lequel il va falloir faire beaucoup de choses, notamment en collaboration avec les parents d'élèves. Pour terminer cette courte introduction à cette table ronde, pour faire le lien avec la question de la culture commune, je rappellerai que aussi bien en Nouvelle-Calédonie, pour les enseignants du premier que du second degré, la question de la coéducation apparaît dans le référentiel de compétences. Donc pour les enseignants du second degré, il s'agit de la compétence C12, qui s'intitule « Coopérer avec les parents d'élèves ».
Et sous cet intitulé « Coopérer avec les parents d'élèves », on trouve « œuvrer à la construction d'une relation de confiance avec les parents », analyser avec les parents les progrès et le parcours de leur enfant en vue d'identifier ses capacités, de repérer ses difficultés et coopérer avec eux pour aider celui-ci dans l'élaboration et la conduite de son projet personnel, voire de son projet professionnel, entretenir un dialogue constructif avec les représentants des parents d'élèves. Du côté du référentiel maintenant applicable aux enseignants du premier degré, la compétence ici concernée est la compétence C9, qui s'intitule « Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l'école ». Donc, la coéducation est au cœur des compétences que doit maîtriser l'enseignant, et dans sa pratique quotidienne, dans votre pratique quotidienne, vous allez devoir gérer régulièrement votre relation aux familles. Alors, tout au long de cette table ronde, nous essaierons de répondre à une question principale, c'est en quoi la culture commune peut-elle être un outil au service du renforcement de la coéducation, notamment dans le contexte très particulier de la Nouvelle-Calédonie. Et pour essayer de répondre à cette question, nous envisagerons successivement 3 temps. Un premier temps qui s'intitulera « Comment coopérer ? Les fondements d'une relation de confiance et d'un dialogue fructueux entre les enseignants et les familles ». Dans un deuxième temps, nous essaierons de poser la question de savoir si entre la culture des enseignants et la culture des familles, il n'y a pas parfois un grand écart qui rend difficile le travail de coopération et de collaboration. Et puis enfin, nous explorerons quelques possibilités qui pourraient permettre de renforcer le partenariat entre l'école et les familles. Alors, pour lancer le débat, je vais demander aux personnes qui sont présentes et que je remercie très sincèrement d'être venues se joindre à nous de se présenter. Donc, je signale que l'un des sièges ici, pour le moment, est vide. Donc, c'est le siège qui devait être occupé par monsieur Jean-France Toutiquian, représentant de l'UGPE. Donc, j'imagine qu'il doit être retenu par d'autres obligations, par exemple au Congrès. Si jamais il arrive en cours de route, il pourra bien évidemment rejoindre la table ronde et prendre les discussions en cours de route. Et puis, s'il n'est pas là, eh bien, il n'est pas là. Alors, donc, je vais demander en revanche aux 4 autres intervenants de se présenter, donc de dire qui ils sont, et aussi, pour lancer la discussion, de dire si, selon eux, l'école calédonienne est aujourd'hui une école de la coéducation. Voilà. Alors, on va peut-être, honneur aux dames, commencer par Madame Baron, et puis ensuite, on reviendra progressivement vers moi. Merci. Donc, bonjour, Madame Baron. Je suis représentante du personnel à l'UTCF-ECGC et je suis enseignante de formation et j'ai intégré donc en tant que permanente cette année une décharge. Vous m'entendez pas? Voilà. Il faut être prêt. Voilà. On va d'abord se présenter et on répondra à la question après. Vous vous présentez, vous répondez à la question en même temps. Voilà. Qui peut être répétée la question? Est-ce que l'école calédonienne est une école de la coéducation aujourd'hui? Bon, à mon sens, c'est quand même une vaste question parce que c'est très très mitigé. Parce que l'école calédonienne, alors déjà, bon, il y a eu des discours qui ont été faits sur l'école calédonienne, les différences, etc. Est-ce que l'école aujourd'hui favorise la coopération? Sur certains points, oui, on a des ouvertures de l'école aux familles, et sur d'autres points, on a encore des progrès à faire. Voilà, je vais laisser mon collègue continuer. Merci Laure. Moi, je remercie Stéphane de nous avoir invités, mais quand j'ai reçu son invitation, moi, je pensais que j'allais être comme vous dans les bancs et puis assister et puis écouter. Et quand il y a une semaine, il nous a envoyé donc le déroulé, on s'est rendu compte qu'on n'était pas avec vous, on était devant vous. Et là, il est clair que la situation n'est pas facile, mais on va essayer de répondre donc au questionnement qui a été posé par cette table ronde. Donc Christophe Dabin, donc je suis enseignant de formation, premier degré. J'ai d'abord été instituteur, enseignant tout le temps en brousse. Et en 98, je suis devenu conseiller pédagogique. Donc un conseiller pédagogique est celui qui suit les enseignants pour aider dans la formation.
Et ensuite, je suis revenu sur Nouméa il y a 5-6 ans pour occuper le poste de conseiller pédagogique en charge de l'EPS à la DANC. Et depuis 2 ans et demi, je suis en décharge syndicale à l'UTCFEGC. Je vais le dire au moins une fois que l'UTCFEGC est le premier syndicat de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie. Voilà, il fallait quand même que je le dise un moment. Moi, par rapport à ta question qui est posée, Stéphane, moi, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'on entend par coéducation ? Est-ce que la coéducation, c'est une relation entre éducateurs, c'est-à-dire les parents, et les enseignants qui sont des éducateurs professionnels, avec une relation qui peut être mise en parallèle et qui, évolue au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et c'est une coéducation qui est en alternance perpétuelle entre l'enseignant et les parents. Et dans cette coéducation, moi, je rajouterais d'autres personnes, parce que comme tu l'as dit dans la présentation d'un enfant de 18 ans, ce qui est important, c'est que l'enfant, il dort, il mange, il est à la famille, il est dans la famille, il est aussi, qu'on appelle ça, à l'école, mais il a, en dehors de l'école, des activités, donc les activités de centre de vacances, des activités de loisirs quand il est dans un club sportif, et là aussi, il y a un vrai rôle éducateur de la part de tous les intervenants. Maintenant, par rapport à la question qui est posée, on pourrait dire que, on va dire, il y a 30 ans, la coéducation était difficile. Quand les cycles ont été mis en place au niveau d'école primaire à partir de 89, il y a eu petit à petit des essais dans les écoles pour que l'on puisse, au fur et à mesure, faire que les enfants rentrent dans l'école. Et que les parents, parce que ces enfants, ils ne sont pas à l'école, on peut se poser des questions, mais que les parents rentrent dans l'école. Et au fur et à mesure, moi je crois que la coéducation, elle se fait, mais elle se fait différemment par rapport au lieu où on se trouve, par rapport au public, parce que pour avoir enseigné en brousse, la coéducation, elle est assez facile parce qu'on arrive malgré tout à ce que les parents soient présents. Et il est clair que les parents, entre ce qu'on peut avoir en brousse et ce qu'on peut avoir à Nouméa, il est clair que les parents ne sont pas les mêmes. Et automatiquement, la coéducation est confrontée à des difficultés. Mais en tout cas, pour moi, on est rentré dans cette phase de coéducation, mais qui doit naturellement être renforcée. Si on veut, je pense que tout le monde a le même objectif, qui est la réussite, et surtout qu'on arrive à ce qu'un enfant devienne un citoyen de demain. Voilà. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Vanier, représentant du SNES-NC. Je suis ingénieur de formation, j'ai passé une certification en technologie et j'enseigne au collège de Magenta. Je suis également membre donc du bureau du SNES-NC et commissaire paritaire. Concernant cette question de coéducation, il me semble que cette question, déjà, elle a toujours été un petit peu dans l'air, puisque les enseignants sont en attente de présence des parents, de présence de façon à assurer la continuité de ce qui peut être fait dans les établissements. Mais on doit passer avant tout, à mon sens, et c'est un point fort de ce qu'on va devoir traiter probablement dans les années qui viennent, on doit passer par une bonne image des établissements scolaires. À partir du moment où les parents ont une bonne image des établissements scolaires et une bonne image du corps enseignant, les choses se font assez facilement et ce qu'on appelle nous ici la coéducation va complètement prendre son sens parce que les enfants vont avoir un cadre qui sera le même dans les établissements scolaires et chez eux. À ce moment-là, ils n'ont pas trop d'échappatoire par rapport à ça. Ils arrivent à peut-être plus rapidement prendre leur marque et se développer dans le bon sens du terme, plutôt que d'aller chercher des choses un petit peu à côté et essayer de sortir du système. Voilà. Donc moi je ne vais pas m'étaler trop sur ça, mais on pense quand même que le gros de la réflexion doit se faire sur ça, travailler sur ce rapport et cette image que peut avoir l'école. Le corps enseignant est très demandeur de la coéducation. C'est une aide indispensable pour vraiment bien réussir la formation de nos jeunes. Derrière ça, voilà, on a ce rapport aux parents qui est peut-être plus facile dans des petites structures, notamment en brousse, que dans certains établissements qui vont être plus gros, plus lourds à gérer, et où les parents vont avoir tendance à être un petit peu moins présents. Mais ça donne l'enchaînement justement pour mon collègue qui se trouve à côté et qui va vous parler de son point de vue.
Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Franck Martin. Je suis artisan patenté en Nouvelle-Calédonie. J'ai 2 garçons, un qui vient de passer le bac, un second qui passe le brevet. Je suis président de l'association des parents d'élèves du lycée La Pérouse depuis 3 ans. Et donc, mes garçons ont fait toute leur scolarité dans l'école calédonienne, depuis la maternelle jusqu'à maintenant. À titre personnel, je dirais que l'école calédonienne a été, pour moi, et est encore, une école de la coéducation. C'est une école de la coéducation car je m'investis dans la scolarité de mes enfants et j'ai eu personnellement une bonne expérience et un profond respect de l'institution lors de mes années collège, lycée et université. En tant que représentant des parents d'élèves et au titre de mes différentes fonctions dans les APE du primaire, du collège, du lycée, mon constat est plus contrasté. L'école calédonienne a progressé dans la coéducation, mais il y a, selon moi, 2 problématiques qui perdurent. On a d'une part, au niveau des parents, une majorité qui est passive. Alors elle est passive soit parce qu'elle fait confiance à l'institution, leurs enfants suivent une scolarité normale, entre guillemets, et pour eux, il n'y a pas besoin d'aller chercher des réponses au sein de l'institution. Soit les parents sont passifs parce qu'ils ont été déçus dans leur expérience ou marqués par leurs échecs. Et dans ce cas-là, c'est difficile de revenir vers quelque chose qui n'a pas été positif. Et forcément, très souvent, leurs enfants ont ce ressenti et s'en débrouillent plus ou moins bien pour leur parcours. Enfin, au niveau des parents, il y a aussi ceux qui sont intrusifs. Ils ont une idée précise de ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants et ça ne correspond pas obligatoirement à ce qu'on le dispense dans l'école ou dans le second degré. Et ça arrive même à un point où, quelquefois, ils viennent à remettre en question les compétences, les moyens, les conditions dans lesquelles leurs enfants travaillent. D'un autre côté, il y a aussi le corporatisme de la profession qui rend l'institution un peu hermétique. Je citerai 2 exemples au titre de mes différentes expériences. Quand on arrive dans un premier conseil d'administration au lycée, on est frappé par le vocabulaire spécifique, les acronymes dont on parlait tout à l'heure, qui sont hermétiques pour des parents qui ne sont pas habitués à ce genre de vocabulaire. Et donc, on a une nécessité d'aller chercher des informations pour être un peu plus à même de comprendre comment ça fonctionne et à quoi servent tous ces éléments. Et puis hier aussi, j'ai trouvé un exemple frappant dans l'intervention de M. Lucien, qui nous a fait une présentation brillante, riche, mais qui n'est pas obligatoirement adaptée au vulgum pecus que nous sommes, nous parents, et qui font que des fois, les discussions ne peuvent pas se faire parce que les langages utilisés ou les mots utilisés font qu'il y a énormément d'incompréhension. Enfin, je crois qu'il est important aussi de dire qu'aujourd'hui, la situation du pays entraîne des tensions dans la société civile et donc chez les parents, quelle que soit leur situation socio-économique ou autre, et que cette situation influence, volontairement ou pas, les comportements de ces parents et les comportements de leurs enfants, qui reproduisent l'ambiance, les faits qui se passent à la maison. Quand on parle des familles, on est tout à fait dans un modèle. Et je dirais pour conclure que notre souhait en tant que parents, c'est d'offrir à nos enfants les meilleures conditions à leur épanouissement
et à leur réussite. Et en cela, l'école, pour moi, est un partenaire privilégié avec d'autres. Merci. Alors, merci pour ces interventions. Donc, si je résume, et j'espère bien résumer tout ce que vous avez dit chacun de votre côté, l'école calédonienne de la coéducation, c'est un processus en construction qui a fait des progrès, mais avec encore beaucoup de choses qui nous attendent devant nous. Et puis, cette école de la coéducation, elle repose à la fois sur l'investissement, dans le bon sens du terme, d'un côté comme de l'autre, et elle doit aussi reposer sur la compréhension mutuelle. Voilà un peu ce que je retiens de tout ce que vous avez dit. Alors, on va commencer par poser la question de comment coopérer. Comment notamment établir une relation de confiance entre enseignants, parents, familles. Alors, quelles doivent être, selon vous, et je demanderai peut-être à Christophe Baron de répondre en premier, quelles sont d'après vous les valeurs de la coéducation? Ça repose sur quoi la coéducation? Alors, c'est Christophe ou c'est Laure? Parce que Christophe Baron... Christophe, pardon, Dabin, excusez-moi. C'est bien écrit Dabin, et puis voilà. Vous pouvez reposer la question parce qu'avec mes bêtises... Donc c'était pour établir la relation de confiance, il faut se connaître, se reconnaître, partager des valeurs. Quelles sont d'après vous les valeurs qui sont au centre de la coéducation? Quelles sont les valeurs qui créent cette relation entre les enseignants et les parents? Qui portent plutôt. Pour moi, la première valeur qui est indispensable et qui est au-dessus de toutes les valeurs, c'est le respect. C'est le respect que l'on doit avoir d'abord vis-à-vis des enseignants, le respect qu'un enseignant doit avoir vis-à-vis des enfants, et de la même manière, le respect mutuel entre un enseignant et les parents. Ensuite, l'autre point qui est important à la valeur, c'est qu'on doit aussi savoir, dans la coéducation, jusqu'où on a le droit d'aller. Parce que, moi je parle beaucoup pour l'enseignement primaire, ce qui se passe bien souvent, c'est par rapport à ce qu'a dit le représentant donc, de l'APE de la Pérouse, on retrouve au primaire les mêmes problèmes. Automatiquement, donc, des parents qui ne viennent pas parce que ce sont des parents qui ont été en échec et qui ne savent pas après comment venir voir, quand ils deviennent parents, venir à l'école. C'est difficile pour eux. On a après des parents qui laissent faire les choses. Et de la même manière, on a ensuite des parents qui viennent et qui voudraient enseigner à l'enseignant comment il doit faire. Donc pour moi, la première chose, c'est vraiment qu'on sache exactement ce que chacun doit faire et jusqu'où on peut aller. Alors, est-ce que quelqu'un veut compléter ou ajouter quelque chose? Donc je rejoins complètement ce point de vue de respect. C'est souvent une clé du fonctionnement de la relation enseignant, enfant, parent. Et j'aimerais y ajouter un point qui vient rejoindre cette histoire de respect, c'est la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire qu'on a tous des compétences et des capacités différentes. Il ne faut pas se tromper. Un enseignant, ce n'est pas un parent, et un parent, ce n'est pas un enseignant. On le sait tous, c'est facile à dire, mais dans la réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Ça a été évoqué par M. Martin juste avant. On a des parents d'élèves qui vont quelquefois s'inviter et s'improviser inspecteurs. Et de la même façon, on peut avoir, ça peut arriver aussi, il faut être réaliste, des enseignants qui s'improvisent un peu parents. C'est rare, d'accord ? Et je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus. On doit chacun tenir sa place. À partir du moment où on a du respect et où chacun reconnaît ses limites et ses compétences, ça peut fonctionner. On aura évidemment des terrains sur lesquels on va se retrouver ensemble dans l'éducation, puisque l'éducation, ce n'est pas que l'apprentissage et ce qu'on appelle les compétences, ça passe aussi par tout ce qui est comportemental. Dans cette partie-là, il y a un travail commun, mais qui ne se fera pas au même moment de la vie et qui ne se fera pas dans les mêmes conditions. C'est en ça qu'on a des leviers importants et c'est en ça que le travail, la coéducation parents-enseignants devient extrêmement forte, puisque les repères sont multipliés, comme je le disais tout à l'heure, et à ce moment-là, on permet à un jeune de pouvoir assez rapidement comprendre comment tout ça fonctionne. D'autres compléments? Non ? Sinon, on passe directement à la question suivante, qui va découler de ce qu'on vient de dire là.
Effectivement, je pense qu'on peut tous être d'accord sur l'idée selon laquelle le respect, la reconnaissance mutuelle, le respect de la place de chacun est fondamental dans la coéducation. Mais on sait aussi, et on ne le voit que trop souvent ici en Nouvelle-Calédonie, que ce respect n'est pas présent. On a à la fois déjà tout à l'heure évoqué les intrusions des familles dans l'école selon des modalités ou selon des procédures qui peuvent gêner le travail des enseignants. Il y a aussi de l'autre côté des enseignants qui peuvent souvent se plaindre de la posture des parents, du niveau d'investissement des parents. On sait que ces situations dégénèrent parfois dans des conflits qui peuvent être parfois assez lourds. On a tous le souvenir, dans une mémoire plus ou moins ancienne, d'écoles bloquées. Voilà, il se passe des choses qui ne vont pas dans le sens de la coéducation. Alors, ce que je voudrais savoir, et ce sur quoi on pourrait réfléchir, c'est quels sont les espaces qui permettent d'ouvrir le dialogue. Est-ce que ces espaces, donc quels sont ces espaces? Est-ce que ces espaces sont suffisants? Et est-ce que vous avez des pistes pour ouvrir des espaces de dialogue nouveaux, pour à la fois coopérer, mais aussi des solutions pour davantage de médiation? Voilà. Donc, quels sont les espaces? Quels sont les nouveaux espaces à inventer? Alors, on va peut-être demander à Monsieur Martin de commencer. On va accueillir peut-être. Pardon? Je pense. D'accord. Bonjour. Merci. Alors, Franck, si tu veux commencer sur la question des espaces de dialogue, les espaces qui existent, les espaces à inventer. Alors, on a énormément travaillé sur le projet de l'école calédonienne dans différents ateliers, et on a élaboré différentes fiches actions. Le constat est qu'aujourd'hui, le premier objectif pour que cette école devienne une appropriation de l'ensemble de la population calédonienne, c'est effectivement de l'ouvrir aux parents et de la démythifier. Dans ce sens, il y a des actions qui sont prévues pour permettre à tous les parents de savoir comment fonctionne l'école, comment fonctionnent les APE, qui sont leurs représentants et auxquels ils doivent absolument soutenir, que ce soit en primaire, en secondaire, tous les moyens sont bons. Quels que soient les sites, déjà c'est un premier espace qui peut permettre de mieux appréhender les problématiques et de mieux cerner les dysfonctionnements. Je sais qu'au travers des différentes APE dans lesquelles auxquelles j'ai participé, on avait toujours, dans la construction des projets de l'école ou de l'établissement, on avait toujours un regard bienveillant et une approche bienveillante de la part de l'équipe éducative, ou en tout cas de la communauté éducative, que ce soit les personnels enseignants, les personnels administratifs, et tout ce qui vient avec, éducateurs, infirmières, etc. Je crois que ce qui est important, c'est justement d'essayer de dynamiser cette démarche avec des parents qui sont mobilisés ensemble. On ne pourra pas le faire si on est chacun dans notre coin. Ensuite, sur les espaces, il faut, on a réfléchi aussi dans le projet de l'école. On a aujourd'hui énormément d'outils disponibles, de commissions, d'éducateurs, etc., qui sont spécialisés là-dedans, mais qui sont, à mon sens, sous-estimés et sous-utilisés. Donc ça fait partie aussi du projet pour essayer d'amener plus de monde à être partie prenante de l'école. Voilà pour moi les points sur lesquels on peut essayer d'avancer. Alors sur ces lieux du dialogue, sur ces lieux suffisants ou pas suffisants, sur ces nouveaux lieux à inventer, est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Il y a un autre lieu, par rapport au lieu dont on parle, on voit beaucoup en brousse que les parents
vont à la rencontre que les enseignants vont à la rencontre des parents. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre à ce que les parents viennent à l'école, les enseignants prennent leur bâton de pèlerin et vont soit en tribu, soit, dans certains quartiers. Et ça permet vraiment de pouvoir, en un autre lieu, qui n'est pas l'école, de pouvoir libérer la parole. Et dans les expériences que j'ai pu vivre, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que les parents peuvent vraiment dire ce qu'ils ont envie de dire. Et je crois que c'est ce qu'on doit arriver à faire. Peut-être que sur Nouméa, c'est un petit peu plus difficile, mais vraiment aller à la rencontre des parents et sortir de l'école. Donc cette idée de finalement, si les parents ne viennent pas suffisamment à l'école, d'aller vers eux, c'est quelque chose effectivement qui peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes en termes de communication. Une chose qu'on retrouve aussi souvent, c'est l'idée que, grosso modo, au début de la scolarité, les parents, les familles sont très investis, très présents à l'école, et puis que petit à petit, au fil de la scolarité, les parents sont plus difficiles à mobiliser. Certains diront peut-être qu'ils sont moins admis aussi peut-être à l'intérieur de l'école. Donc je voudrais peut-être poser la question à Madame Baron en lui demandant si en Nouvelle-Calédonie, comme ailleurs, on constate cet étiolement de l'investissement des parents au fil de la scolarité ou pas. Oui, bonjour. Moi, je vais parler un petit peu uniquement pour le primaire, parce qu'après, sinon, je vais parler en tant que parent d'élève, parce que je suis aussi maman. Donc, il y a triple casquette. Il y a la casquette enseignante, donc j'ai fait beaucoup de maternelle, la casquette donc parent, et la casquette là en tant que représentants syndicaux, où on a vraiment un aperçu en fait de toutes les situations que vivent un peu les enseignants un peu partout. Donc, effectivement, les enseignants en maternelle, on les voit, les parents, on les voit tous les jours. On s'est fait une réflexion il y a peu de temps sur les cadeaux qu'on offrait aux enseignants et aux professeurs des écoles. Parce que mine de rien, quand vous êtes enseignant, et principalement en maternelle, vous allez avoir un petit cadeau de fin d'année. Le parent va vous remercier parce qu'il y a cette relation qui s'est faite tout au long de l'année. Vous avez vu le parent toute l'année, il est venu vous demander si son enfant était sage, etc. Il y a cette relation réellement qui existe. Et au fur et à mesure que nos enfants grandissent, on va les chercher déjà au portail et plus en face de l'enseignant. Et puis quand ils arrivent au collège, donc moi j'ai 2 collégiens à la maison. Ils ont offert hier un énorme pack de M&M's à leur prof principal. Le prof principal était super surpris ça ne leur arrive jamais, quoi. Mais voilà, parce que on a beaucoup moins de relations avec les parents du secondaire. Donc cette histoire on enlève, on est moins impliqué en tant que parents, où il y a moins de coéducation au fur et à mesure que les parents grandissent. Moi, je trouve qu'elle est réelle. On cherche par exemple des parents accompagnateurs pour des sorties. On n'a pas forcément, dans les grandes classes, au collège, on se dit ils se débrouillent, etc., etc. Ce qui est dommage, c'est pas normal, mais c'est la réalité aussi. Comme on laisse nos enfants devenir de plus en plus indépendants, en fonction de l'âge, on laisse un peu plus de place à l'école et moins à notre éducation en tant que parents. Voilà. Donc là, je pense que tout le monde partagera ce constat en tout cas d'un engagement ou d'une présence, pour être plus neutre, d'une présence moins importante des parents dans l'école au fur et à mesure de la scolarité. Mais alors, on pourrait peut-être s'interroger sur les causes. Est-ce que c'est par exemple ce que vous venez de dire, la volonté aussi des parents de rendre leurs enfants plus autonomes au fil du temps et que finalement, ils n'ont pas besoin d'eux? Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres déterminants qui peuvent représenter des freins à partir d'un certain moment à l'investissement des parents à l'école, à la présence à l'école? Bon. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec des enseignants du premier degré qui me disaient il y a un moment où nous, on observe quelque chose, c'est au moment du CE1, du CE2. Jusqu'au CE1, jusqu'au fin de CP, CE1, CE2, les parents sont là, beaucoup, beaucoup. Et ensuite, tout d'un coup, ils se retirent. Et donc, eux mettaient notamment cela en relation avec, tout d'un coup, un travail scolaire qui évolue, des demandes aussi qui évoluent et qui peuvent finalement représenter une barrière
face notamment à des parents qui commencent peut-être déjà à se retrouver en difficulté pour accompagner le travail de leurs enfants. Donc, est-ce que cela, d'après vous, je vais peut-être poser la question d'abord à M. Imbert, que j'accueille et que je salue pour représentant de l'UGPE, est-ce que selon vous, cette dimension-là joue un rôle important dans l'engagement des parents à l'école? Quelle dimension? Est-ce que tu peux préciser? C'est finalement, est-ce qu'à un moment donné, l'évolution du travail scolaire, le travail demandé aux enfants, les connaissances que les enfants doivent mobiliser, les compétences, ne crée pas une démobilisation des parents parce que parfois ils sont dans l'incapacité, tout d'un coup, d'accompagner leurs enfants dans la scolarité, dans notamment le travail scolaire, et que cela les amène à se mettre en retrait par rapport à l'école? Ouais, ben, j'ai bien compris. Donc, effectivement, de toute façon, c'est indéniable. C'est indéniable que plus la complexité de l'école se propose aux parents, moins ils sont armés, et moins ils ont la capacité effectivement d'accompagner leurs enfants. Donc je confirme ce que vous avez dit précédemment, à savoir que dans le primaire, les parents s'investissent, début du secondaire également, mais ensuite, bien, pour des raisons qu'il faudrait peut-être analyser, les parents sont beaucoup moins présents. Je voudrais aussi en profiter pour répondre à la question initiale sur les lieux de dialogue. Il y a des lieux de dialogue dans le collège. C'est un endroit que je connais bien parce que je le fréquente en tant que président de parents d'élèves depuis un certain temps. Il y a des lieux de dialogue, mais ils sont tout à fait insuffisants. Je donne un exemple. Depuis 6 ans, je suis président du groupe de parents d'élèves du collège de Coutiot. Et je crois que c'est dans quelques jours que pour la première fois, on va rencontrer les professeurs. Il doit y avoir des lieux de dialogue qui sont parfois prévus comme des heures de vie scolaire, mais c'est plutôt limité entre les élèves et puis les enseignants. Et on pense que nous, il faut élargir, ouvrir, et qu'il y ait effectivement une possibilité de faire des propositions au-delà de la rencontre que l'on a avec les équipes dans les conseils d'administration, par exemple. Est-ce que vous auriez des pistes précises à proposer justement pour l'ouverture de ces nouveaux lieux de dialogue? Oui, c'est assez simple à organiser. Il faudrait peut-être par trimestre qu'il y ait une réunion plus informelle, mais en même temps bien précise, bien définie, entre des délégués des élèves, parce qu'ils sont souvent très peu sollicités alors qu'ils vivent le collège, ils vivent leur scolarité et ils ont énormément d'avis à formuler. À ce sujet-là, d'ailleurs, même les heures de vie scolaire ne sont pas totalement utilisées par les équipes d'enseignants. J'ai des témoignages tout à fait directs de cette réalité. Il faudrait donc des réunions organisées par trimestre avec des représentants des élèves, des représentants des parents ou tout azimut. Je veux dire, ça peut être ouvert parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Hein. Je veux dire, aux élections du lycée du Grand Nouméa, je crois qu'il y avait une centaine de parents qui ont voté. Et puis aux élections du collège de Coutiot, il y avait à peu près 200 parents qui se sont exprimés sur un collège électoral de 1500, 1600 personnes, quoi. Donc, dans ce premier temps-là, la mobilisation des parents, elle est organisée. Il y a un gros travail de fond à faire. Donc, en tout cas, il y a déjà cette première possibilité, cette première proposition de l'UGPE concernant ce nécessaire dialogue entre les parents, les élèves et puis le corps enseignant. Alors, est-ce que l'on doit ajouter à ce moment-là l'administration? C'est à voir. Certainement qu'il y a une utilité, mais il peut y avoir un dialogue direct qui sera riche et fécond. Alors, l'un des signes les plus visibles, notamment pour les gens qui ne sont pas à l'école, de cette coéducation, de cette collaboration entre les parents et les enseignants, c'est tous les ans, à peu près à la même époque, je ne me rappelle plus à quelle époque de l'année c'est, mais c'est peut-être au mois de mai, juin, la fameuse semaine des parents. Voilà. La fameuse semaine des parents qui rencontre souvent un assez grand succès, notamment dans le premier degré. On a un peu l'impression, notamment quand on voit les comptes rendus de cette semaine des parents dans la presse, que voilà, on se met un peu en quatre pendant une semaine pour accueillir les parents, qu'on fait en sorte que cet accueil soit le plus bienveillant possible. Est-ce que, selon vous, et je poserai peut-être là d'abord la question à M. Vanier, est-ce que, selon vous, les parents sont toujours les bienvenus? C'est tout au long de l'année? Ou est-ce qu'il y a des moments particuliers où la collaboration entre parents et enseignants est plus forte que d'autres?
C'est-à-dire, est-ce que c'est juste une semaine dans l'année qu'on met en œuvre la coéducation? Et est-ce que le reste du temps, les parents sont toujours les bienvenus à l'école? Alors, il est clair que la rencontre des parents, c'est un travail continu. Il ne s'agit pas de dire pendant une semaine on va recevoir les parents. Ça n'existe d'ailleurs pas en collège puisque ce processus est vraiment spécifique au primaire. La rencontre des parents, le travail avec les parents, c'est un travail continu. On se doit, dans notre métier d'enseignant, de recevoir, quel que soit le moment de l'année, quelle que soit la charge de travail, les parents. Il est clair aussi que dans cette rencontre des parents, il y a des demandes réelles, nécessaires, qu'il faut savoir détecter. Et il y a des demandes, je dirais, qui sont un petit peu plus floues ou qui ont un caractère un petit peu moins... j'ai du mal à trouver le mot par rapport à ça, mais je dirais sur des situations peut-être un petit peu moins claires, ou simplement, voilà, allez, on va voir, on va essayer de voir ce qui se passe. Il y a eu un ressenti, il y a eu quelque chose qui n'est pas bien passé, on va essayer de voir. Alors, on essaye toujours d'avoir la porte ouverte et on le fait. Donc, dire qu'il y a des périodes propices à ça, il y a des disponibilités plus importantes à certaines périodes, c'est vrai. Il y a des moments où on a besoin de rencontrer les parents un petit peu plus souvent, c'est notamment au moment des orientations pour des élèves pour qui on a un petit peu plus de mal à cerner les envies. Mais c'est partie intégrante du métier. On doit toujours avoir la porte ouverte par rapport à ça. Et encore une fois, je reviendrai dessus, savoir montrer où se situent les compétences de chacun, c'est-à-dire dire à certains moments qu'on a besoin au niveau des parents de certaines choses, dans l'encadrement du travail à la maison ou dans l'éducation des enfants, et montrer aussi que nous, derrière, on assure, on est là pour assurer le travail de fond d'acquisition des compétences. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en ce qui nous concerne, je pense que notre métier, c'est aussi d'accueillir les parents et d'expliquer ce qu'on fait. J'en profite pour rebondir aussi sur ce qui a été expliqué concernant les fractures qui peuvent exister au fur et à mesure de la scolarité. Je pense qu'on assiste à effectivement petit à petit une érosion de la présence des parents dans les établissements, mais qui n'est pas uniquement liée à la montée en complexité de l'apprentissage, c'est également lié au milieu socioculturel. C'est-à-dire qu'à certains endroits, on a des parents qui sont d'un niveau socioculturel qui va être un petit peu plus élevé, et on remarque, on le voit en collège, en lycée, à ce moment-là, il y a une très forte présence et une très forte dynamique des associations de parents d'élèves. À d'autres endroits où on a des milieux un petit peu moins favorisés, la complexité de l'école devient telle que les parents ne comprennent pas et ont du mal effectivement à franchir la porte du collège ou du lycée pour dire voilà, nous on aimerait bien comprendre, on aimerait bien savoir ce qui se passe. On a également en tant qu'enseignant un rôle vraiment important qui consiste à essayer d'expliquer le plus simplement possible tout ce qui doit être fait. Et je veux réagir à ce qui a été dit tout à l'heure parce que les établissements, même si aujourd'hui ils ont une autonomie et une possibilité de s'organiser vraiment spécifiquement en fonction des secteurs, tous les établissements organisent très régulièrement des rencontres entre les parents et les enseignants. Après, la façon dont la communication est faite, la façon dont les choses se passent sont variables évidemment d'un endroit à l'autre. Mais la démarche existe. Est-ce qu'elle est bien exploitée? Je ne vais pas dire oui, ça dépend probablement des endroits dans lesquels on se trouve. Mais les processus et les lieux de rencontre, je pense, je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure parce qu'il y avait d'autres interventions, mais je pense que ces lieux existent et je rejoindrai le point de vue qui consiste à dire est-ce qu'ils sont bien exploités? Pas toujours. Est-ce on communique bien sur ça? Pas toujours. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut travailler. Plutôt que de dire on va créer autre chose. Parce que créer autre chose, il y a déjà énormément de réunions, il y a déjà énormément de rencontres. En rajouter, ça ne va pas apporter des réponses. Par contre, bien utiliser ce qui existe, je pense que là, oui, le point d'appui, il est sur ça, complètement. Alors, vu que Monsieur Imbert, rapidement, s'il vous plaît. Oui, effectivement, il y a des rencontres d'enseignants avec des parents, à titre individuel. Moi, ce que je propose, c'est des représentants de parents, enfin des différentes communautés qui composent la scolarité, qu'ils se rencontrent parce qu'ils ont des choses à échanger, vous voyez. Voilà. Ces rencontres-là existent aussi. Alors peut-être pas spécifiquement à Coutio. Pas spécifiquement. Si, à Coutio. Oui, si on parle des conseils d'administration, alors. Pas uniquement.
pas uniquement. Il y a des réunions d'information régulièrement, il y a les remises de bulletins, il y a tous ces processus où les élèves sont présents, où les parents sont présents. Voilà. Où les Mais c'est un face-à-face, c'est un dialogue entre le parent de l'élève, et puis son professeur principal, et puis ensuite ses autres enseignants. Après, ce que l'on propose, nous, c'est de bénéficier des compétences, du vécu à la fois de délégués d'élèves, de représentants de parents d'élèves, pour aller au fond des choses et pour poser les problèmes spécifiques à l'établissement. D'accord. Alors, arrivé au terme de cette première partie de la discussion, je crois qu'on peut s'accorder sur le fait de dire que tant du côté des enseignants que du côté des parents et des familles, et il y a une volonté commune de coopérer. Donc là, je crois qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu autour de cette question. En revanche, on sent bien qu'il faut certainement encore mettre de l'huile dans les rouages pour que cette coopération se fasse de manière plus fluide, de manière plus efficace, de manière plus intéressante aussi. Alors on va passer maintenant au deuxième temps de la discussion que j'ai intitulé « Culture des enseignants, culture des familles, le grand écart, point d'interrogation ». C'est-à-dire le fait de s'interroger si la culture familiale ou les cultures familiales est compatible avec la culture professionnelle, les cultures professionnelles des enseignants. Alors pour lancer le débat sur cette question de l'écart qui peut exister entre ces deux sphères, je prendrai l'exemple d'un terme en particulier, le terme réussite. C'est un terme qui est banal dans le système éducatif et dont je voudrais savoir, à la fois du côté des représentants enseignants, du côté des représentants parents, et je donnerai peut-être d'abord la parole à Christophe Dabin. Est-ce que, selon vous, pour les enseignants et les familles, réussir, c'est la même chose ? C'est un petit peu difficile. Réussir pour un enseignant, c'est que l'enfant acquiert les compétences, c'est-à-dire arrive peut-être au bout de ce qu'on attend de lui à la fin d'une année ou à la fin d'un cycle. Est-ce que pour maintenant un parent, la réussite est pareille ? Est-ce que la réussite, c'est automatiquement, parce qu'il y a beaucoup de discussions dessus, est-ce que c'est la réussite pour un enfant et de la part d'un parent, est-ce que c'est automatiquement que mon enfant arrive à décrocher un baccalauréat scientifique ? Est-ce que c'est ça la réussite ? Est-ce que c'est pas tout simplement pour un parent, la réussite, c'est que l'enfant s'épanouisse, l'enfant se sente bien, et qu'ensuite il ait les moyens de se débrouiller dans la vie. Donc c'est vrai que je pense que la réussite, comme tu le demandes Stéphane, elle est aussi différente par rapport à tous les parents. C'est-à-dire qu'on aura des parents qui voudront à tout prix la réussite comme la réussite que veulent les enseignants, mais on a d'autres endroits où la notion de réussite ne sera pas la même. Donc ce n'est pas toujours évident de faire comprendre aux parents ce que l'on veut mettre en place à l'école, parce que la compréhension, bien souvent, n'est pas identique. Et justement, je trouve assez intéressant que tu aies relié la notion de réussite à la notion d'épanouissement, parce que c'est peut-être ça qui permet le point de rencontre entre les deux. Mais le niveau de tension entre réussite à l'école et dans la famille, il peut aussi peut-être se trouver à un autre niveau. Est-ce que la réussite, elle doit être conçue comme quelque chose qui est individuel ou quelque chose qui est collectif ? C'est-à-dire, est-ce qu'on réussit pour soi ou est-ce qu'on réussit pour un ensemble de personnes ? Est-ce que quelqu'un peut-être voudrait réagir là-dessus ou ça ne suscite pas de... Monsieur Vanier ? J'aimerais réagir, moi, sur la question précédente avant. La réussite, il est clair que la réussite, du point de vue des enseignants, est rarement perçue comme une réussite de la part des parents. La réussite des parents, elle a une certaine image. La réussite des enseignants, c'est lié aux compétences, c'est lié un petit peu à tous les objectifs qui sont donnés dans le principe de l'enseignement et les chartes d'enseignement. En revanche, même si ces réussites sont perçues différemment, il nous appartient de faire les liens entre les deux. Il y a toujours possibilité de le faire. Les liens n'existent pas toujours, c'est à nous de les trouver. Et je pense qu'aussi les leviers se trouvent là. À partir du moment où on peut montrer que la réussite
au sein d'un établissement scolaire va engendrer une réussite personnelle, qu'elle soit individuelle d'ailleurs et collective, on a déjà réussi, on a franchi quelque chose qui va beaucoup nous aider sur la suite, puisque ça va permettre notamment aux parents et aux proches de nos élèves d'étayer tout ce qu'on va mettre en place à l'école. Donc le travail, il va consister en ça, trouver à quoi correspond la réussite pour les parents, et par rapport à nous, les objectifs qu'on a de réussite scolaire, établir des liens et dire, vous voyez, voilà, nous, si on prend l'exemple du baccalauréat, dire, voilà, votre enfant, on est capable de l'amener à passer et à réussir un baccalauréat, et par rapport à ça, ce baccalauréat va permettre à votre enfant de trouver un emploi stable, de pouvoir se développer au niveau de la collectivité, de pouvoir avoir une certaine place dans la société. Voilà. L'image n'est pas la même, la culture n'est pas la même, mais les liens existent. Et si on veut arriver à construire quelque chose, c'est justement en travaillant sur ces liens, en disant la réussite de l'école va permettre la réussite que vous avez à côté. En tout cas, c'est un peu idéaliste, mais c'est ça qu'il faut essayer de travailler. Franck, vous voulez réagir ? Oui, moi je voudrais juste apporter un point que je juge important, et beaucoup de parents avec moi le pensent sincèrement. Comme je l'ai dit dans ma présentation, pour nous, c'est vraiment un côté épanouissement de l'enfant. Il y a vraiment, c'est un mot pour nous qui a son importance. Et je crois que ce qui est important aussi de voir dans ce terme de réussite, c'est qu'aujourd'hui, on focalise énormément sur ce que souhaitent les parents. Qu'est-ce que veulent les parents ? Qu'est-ce que veulent, au final, comme aboutissement de l'école? Est-ce que c'est les parents qui doivent impérativement se dire il faut que mon enfant ait le bac, etc., etc. Le problème dans tout ça, c'est qu'on ne se pose pas la question de ce que veulent nos enfants. Je crois qu'il y a aussi une information et une prise de conscience nécessaire par les parents pour se préoccuper de ce que veulent leurs enfants. Leurs enfants, dans leur épanouissement et dans leur évolution, vont être amenés à effectuer des choix dans lesquels on va essayer de les accompagner au mieux. Mais il faut surtout être à l'écoute de ces enfants. Et au même titre qu'on doit travailler dans une coéducation avec les enseignants et les différentes équipes disponibles, il est quand même important qu'on échange avec nos enfants. Pour moi, c'est vraiment là que se situe le nœud de tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Pour moi, la coéducation, elle est centrée sur l'enfant. Elle n'est pas centrée sur le rôle du parent, le rôle de l'enseignant, etc. Il y a quand même un adulte en devenir qui est entre nos mains, à tous, nous parents et vous, enseignants. Et je crois que ce qui est important, c'est déjà d'essayer de savoir ce que veulent ces enfants. On est aujourd'hui devant un public qui, pour la majorité, a soit de son propre chef, soit un petit peu poussé par ses parents, choisi un cursus. Mais le cursus que vous avez suivi, c'est votre choix, ou peut-être celui vers lequel vous ont poussé vos parents. Mais je crois qu'aujourd'hui, la réflexion, elle doit se faire aussi sur le besoin pour nous parents d'être auprès de nos enfants pour essayer de les amener là où ils souhaitent aller. Et dans le travail de coéducation, c'est d'échanger avec les équipes pour aller dans ce sens-là. Il n'est pas question de savoir si la réussite, ça doit obligatoirement être sanctionné par un brevet des collèges, par un baccalauréat, par une licence. Je veux dire, ça viendra au fur et à mesure, mais les enfants, quand on les prend en main, du primaire jusqu'au collège, au lycée, et ensuite, pour ceux qui suivent des études, ils ont le temps de changer, d'évoluer, etc. Et je crois qu'il faut vraiment prendre en compte le fait que on essaye de leur apporter le mieux, mais c'est d'abord eux qui doivent s'épanouir et avancer. Voilà ce que je voulais rajouter. Sur ces questions de réussite et de perception de la réussite par les enseignants et les parents, est-ce que vous voulez encore ajouter quelque chose, ou est-ce qu'on continue? Monsieur Imbert, vous voulez dire? Oui, comme j'ai préparé une réponse à votre question, donc autant la donner. Ça me paraît deux questions assez bateaux. Première, est-ce qu'on partage la volonté de réussite, et est-ce qu'il y a des différences dans cette volonté entre les enseignants
Et les parents, je dirais très peu, à mon avis. On a envie que nos enfants et les enseignants ont envie que les enfants acquièrent des compétences, passent avec succès les diplômes. Je crois que c'est quand même le minimum. Le minimum. Et est-ce que cette chose, elle est faite pour soi ou pour un environnement, un groupe? Je pense que là aussi, on peut dire les deux. C'est-à-dire que l'enfant a envie de réussir pour lui-même et puis il a envie de réussir aussi pour sa famille, ce qui est tout à fait légitime. Mais au niveau de l'UGPE, on est quand même assez consterné, quoi. On est consterné parce qu'il y a de la réussite et on a le sentiment que la réussite est de plus en plus importante, puisque la réussite au bac, on s'aperçoit que les taux augmentent, mais on n'est pas certain que la valeur du bac soit toujours la même. On est à l'écoute quand même des études internationales et on est à l'écoute simplement de nos propres observations. Lorsque l'on échange sur les compétences de nos enfants, malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a vraiment de grosses difficultés, de grosses lacunes. Alors, est-ce que je donne des détails? Est-ce que je donne des exemples à cette occasion? Je pense que chacun d'entre nous, on a les choses en tête. Donc, pour nous, on est assez consternés au niveau de l'UGPE. Je suis très, très content de le dire devant ce public. Et puis, il faudra que ce sentiment soit propagé. On est consterné à la fois par les contenus et les méthodes dans nos établissements, que ce soit dans le primaire comme dans le secondaire. On a le sentiment que nos enfants, on les utilise pas. C'est-à-dire, on leur donne pas la possibilité d'exprimer leur potentiel. Il y a donc eu une remarque qui a été faite à la suite d'une étude approfondie, à savoir que dans le primaire, par semaine, certains de nos enfants n'ouvrent pas la parole, n'ouvrent pas la bouche. On n'est pas dans une école de l'activité, on n'est pas dans une école où on utilise les potentiels. Alors, après avoir... pardon, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Je mets quand même un petit peu un bémol par rapport à ce qu'a dit M. Imbert, parce que moi qui suis dans l'enseignement primaire, je ne peux pas accepter d'entendre que des enfants ne vont pas s'exprimer, je veux dire, une seule fois dans la semaine, parce que les enseignants, malgré tout, sont extrêmement vigilants et l'enseignant va systématiquement, je veux dire, interpeller, interroger, amener à ce que l'enfant qui ne s'exprime pas s'exprime. Donc, je veux dire, pas dire non plus que rien n'est fait pour que l'enfant s'exprime. Non, et on arrive là à la question de collaboration ou coéducation, etc. C'est-à-dire, au bout d'un moment, effectivement, donc les parents d'élèves doivent être présents, mais jusqu'à quel stade? C'est-à-dire, bon, là, on a le point de vue de l'UGPE, hein, c'est pas du tout une critique, hein, et sur certains points, on peut se retrouver, mais quand on a une association de parents d'élèves qui dit que la façon dont on enseigne n'est pas la bonne, ce qui est peut-être vrai, hein, je ne mets pas de jugement. C'est nous, en tant qu'enseignants, quelle est notre position qu'on peut avoir, puisque nous, on a nos instructions, on est aussi... Donc voilà, c'est cette relation de coéducation. Il faut vraiment faire attention à ce que chacun ait son propre rôle, et il faut effectivement écouter aussi les élèves et les parents d'élèves, afin qu'on fasse une vraie coéducation, mais que les savoirs institutionnels, ça reste quand même du domaine professionnel de l'enseignant. On a juste fait remarquer aux autorités de l'enseignement en Nouvelle-Calédonie que les manuels scolaires comportent des exercices avec des euros dans des situations françaises et depuis longtemps. Ce sont des choses qui, pour nous, doivent être travaillées, sur lesquelles il faut tourner la page. Alors, je voudrais qu'on avance maintenant toujours sur cette question du grand écart qui peut exister entre la culture des enseignants et la culture des familles. À un moment donné, Madame Baron a insisté sur le fait que chacun a un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, il repose aussi sur un passage de relais, souvent entre, le matin, l'enfant part de sa famille pour aller à l'école, le soir, il rentre de l'école pour aller dans la famille. Et finalement ces passages de relais successifs, une des attentes souvent importantes des enseignants, c'est qu'une fois que l'enfant rentre à la maison, il a du travail à faire et il doit faire ses devoirs pour revenir à l'école le lendemain. On sait très bien que l'accompagnement que les parents assurent, le suivi que les parents assurent
du travail scolaire de leurs enfants peut être très différent. Certains peuvent être très impliqués, d'autres peuvent être moins impliqués. Certains peuvent même penser qu'il y a des choses plus importantes à faire que les devoirs pour retourner à l'école. Alors, est-ce que vous connaissez, par votre expérience, des solutions qui ont été mises en place, qui ont pu être imaginées pour justement davantage impliquer les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants et notamment dans le suivi du travail scolaire? Je commencerai peut-être par Monsieur Martin et puis ensuite les autres pourront réagir. Oui, alors sur cet aspect-là, je crois qu'il y a aujourd'hui, et on en a parlé quand on a élaboré le projet pour l'école calédonienne, il y a un point qui est important, c'est qu'on a des outils qui existent. Alors, ce sont des outils aujourd'hui numériques au travers de Pronote qui servent énormément de lien entre les équipes, en tout cas pour le secondaire, entre les équipes et les parents. On a parlé des problématiques justement de l'équipement numérique des foyers vis-à-vis des différentes populations et des différentes typologies de parents en matière socio-économique. Mais aujourd'hui, déjà, si on peut avoir des outils qui sont bien renseignés, et nous, on s'est battu pendant plusieurs années pour que ces outils soient utilisés de manière cohérente, pour au moins renseigner les parents qui peuvent accéder à ce type de support, ça permet déjà d'avoir un suivi. Même si on n'est pas compétent dans la matière, même si on n'est pas à l'aise avec de l'anglais, de l'espagnol ou des mathématiques ou de l'histoire géo, on a au moins un contenu de cours, on a au moins des devoirs à faire que l'on peut contrôler sans aller les corriger. C'est un outil qui est, à mon avis, super important dans la relation entre les équipes pédagogiques et les parents, qui malheureusement n'est pas diffusé de manière suffisante dans les familles. Et je crois que si on peut, à l'avenir, permettre au maximum de parents d'accéder à cet outil, on avancera énormément aussi dans la compréhension de l'école, la compréhension des matières. Il faut savoir que cet outil est utilisé aussi bien par les parents, par les élèves, que par les enseignants. Donc pour nous, Pronote fait partie des moyens qui permettent un meilleur accompagnement des enfants. Alors d'autres outils peut-être? Pronote était assez attendu dans les réponses. C'est bien qu'il soit arrivé en premier, mais peut-être d'autres outils. Okay. Est-ce que, par rapport à la question qui a été posée, est-ce que l'accompagnement doit être fait que par les parents? Est-ce que, par exemple, l'accompagnement pour, je sais pas, quelqu'un qui n'a pas été assez loin à l'école, son enfant est en terminale, est-ce que les parents vont être à même de pouvoir, aider l'enfant? Je ne pense pas. Par contre, l'accompagnement peut se faire où on va vérifier, on va voir si les devoirs ont été faits. Maintenant, il se passe quand même beaucoup de choses dans beaucoup de communes où il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour répondre, à cette non-possibilité pour les parents de suivre leurs enfants. C'est de mettre en place, soit dans les écoles, soit dans les tribus, soit dans certains quartiers, des études sur des études. C'est-à-dire que les enfants viennent, il y a des personnels, il y a des personnes qui sont, formées, et qui vont les aider à faire leurs devoirs. Et là, ces personnes-là vont pouvoir vraiment apporter une aide aux enfants. Donc il y a quand même pas mal de choses. On voit aussi sur Nouméa où il y a dans beaucoup d'écoles des études surveillées, où ce sont les enseignants qui ensuite, après les heures de cours, restent pendant 1 heure, 1 heure et demie, et donc les enfants, on les aide à faire leurs devoirs. Donc il y a quand même un accompagnement au niveau du primaire, même voire du secondaire. Et dans la province sud a mis en place ce qu'on appelle l'ENT, donc un système, je pense que Nicolas pourra mieux en parler que moi, mais un système qui permet vraiment de tenir au courant les parents de ce qui doit être fait, de ce qui est fait à l'école. Et donc les parents ont accès pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe au niveau de l'école. D'autres éléments là-dessus? Au niveau de l'EGPE, on a toujours quelque chose à dire. Allez-y. Alors,
Concernant Pronote, pas de souci. Très, très intéressant. C'est vrai qu'il faut démocratiser l'usage. À titre d'information, énormément de parents l'utilisent. Concernant les devoirs à la maison, l'UGPE est tout à fait clair là-dessus. Pas de devoirs à la maison dans le primaire ni dans le secondaire. Je veux dire, on est dans un système après qui perd la tête. Lorsque des enfants passent déjà 32 heures en cours, qu'on demande ensuite qu'ils fassent 4-5 heures de plus à la maison, ce n'est pas le régime que des salariés moyens, quoi. Mais ce que je veux dire de plus grave, c'est que souvent les parents sont démunis pour pouvoir soutenir, même en primaire, pour pouvoir soutenir l'effort de leurs enfants. Et parfois, ça crée des problèmes graves à l'intérieur des familles, parce qu'un parent va s'obstiner et un enfant, lui, est complètement décalé. Je veux dire, c'est une réalité. Ce n'est pas la réalité de tout le monde. Ce n'est pas la réalité de tous les parents, de toutes les familles. Il y a des familles qui sont tout à fait aptes à faire cet apport. Et d'ailleurs, c'est dans ces familles que les enfants réussissent. Et parfois, c'est injuste. Bon, j'ai encore une phrase. Alors, justement, pour ces enfants dont les familles ne peuvent pas assurer le suivi, voilà, pour différentes raisons, est-ce que les dispositifs qui existent sont efficaces ? Ou est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau Non. Les dispositifs qui existent sont efficaces. Souvent, malheureusement, il y a de l'absentéisme, c'est-à-dire que ça démarre fort en début d'année, et puis ensuite, au fil du temps, les élèves s'absentent. Mais c'est vraiment le dispositif à mettre en place. Il faut que les devoirs soient faits dans les établissements scolaires. D'autres choses là-dessus? Ou on passe à la suite? J'aurais juste une dernière question sur la question de l'écart entre la culture des enseignants et la culture des familles, qui peut exister parfois. Pour l'enseignant, les interlocuteurs privilégiés dans le suivi de la scolarité des enfants sont tout naturellement leurs parents. Or, aujourd'hui, on sait, notamment du fait des spécificités du fonctionnement de la famille en milieu océanien, éducation assurée par un groupe plus large que les seuls parents, pratique fréquente de l'adoption. On sait aussi que du fait des évolutions des comportements familiaux dans toutes les communautés, multiplication des familles monoparentales, recomposées, etc., les enseignants sont souvent confrontés à des interlocuteurs différents, multiples, qui peuvent varier de manière fréquente d'un moment à l'autre de l'année, etc., etc. Alors, comment font les enseignants par rapport à cette variation, qui peut parfois être très grande, des interlocuteurs? Comment est-ce qu'on fait pour faire passer des messages? Comment est-ce qu'on fait pour communiquer? Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que la communication va porter si à chaque fois on a affaire à un interlocuteur différent? Alors on va peut-être commencer par M. Vanier. Il y a un temps de discussion à la fin, madame. Bien. Je vais être assez clair là-dessus. Moi, je pense que les enseignants maîtrisent complètement ça. C'est-à-dire que ça fait partie du métier. Alors, je ne vais pas dire que ça se passe toujours parfaitement, bien, que c'est maîtrisé à 100%, mais c'est pareil, c'est un des piliers du métier. Et dire qu'il n'y a pas de dialogue, que les enseignants n'arrivent pas à trouver les mots en fonction des familles, de la diversité du public, je pense que c'est complètement faux. Les enseignants, ça fait partie de leur travail, de notre travail. On sait dialoguer, on le fait, et pour une grande partie des cas, je ne vais évidemment pas dire que c'est parfait, ça fonctionne très bien. On a une diversité de public, on a une diversité de public d'élèves, d'enfants, on a une diversité de public parents, et je crois qu'au contraire, ça c'est un élément fort du système. Le système éducatif n'est pas parfait. Le projet d'école calédonienne va justement peut-être apporter, va apporter, on va le dire comme ça, des réponses à des choses qui fonctionnent un petit peu moins bien. Mais ça fonctionne. Il ne faut pas se dire qu'il y a des obstacles qui existent. Le fait d'être de cultures différentes, c'est une richesse. Maintenant, la façon dont on va s'adresser à une famille et puis après à une autre famille fait partie intégrante du métier. Et je crois qu'au contraire, les enseignants sont des personnes qui ont cette capacité à s'adapter aux personnes qu'ils ont en face d'eux, soit du point de vue des enfants, des élèves, soit du point de vue des parents. Je crois très très fort en ça, oui, bien sûr.
Moi, a priori, je serais tenté de penser que le fait d'être confronté à des interlocuteurs différents est quelque chose qui peut favoriser un peu le brouillage des choses et puis voire même parfois désemparer un peu les enseignants. Mais si c'est pas le cas, c'est une excellente nouvelle. Voilà. Peut-être d'autres réactions par rapport à cette question des interlocuteurs et de la variation des interlocuteurs entre familles et enseignants. Franck et peut-être oui, après, alors. Juste deux points en fait. Effectivement, dans la majeure partie des cas, on est sensible et on a des enseignants qui comprennent les différentes situations. On s'en aperçoit énormément par rapport à tout ce qui est famille recomposée, monoparentale, mais aussi avec tous les élèves que nous avons au sein de l'établissement qui sont internes et donc qui sont avec des parents dans les îles ou dans le Nord, et où les tuteurs ont leur place dans l'éducation. Et nous, en tant que parents aussi, on se préoccupe de ces élèves qui sont dans les internats et on essaye de leur apporter les meilleures conditions possibles. Je crois qu'il y a un paramètre aussi qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, au-delà des différences culturelles ou de situations familiales ou de situations socio-économiques, nous, on fait le constat qu'il y a presque deux cultures aujourd'hui qui cohabitent aussi dans les familles. C'est la culture des parents et la culture des enfants, parce qu'on est dans une évolution tellement rapide de nos sociétés avec l'intrusion du numérique qui fait que ça avance à deux vitesses, quoi. Et très souvent, on a des parents qui sont un peu désemparés par rapport à la progression de leurs enfants et à l'existence aujourd'hui des réseaux sociaux et de toute cette problématique spécifique qui fait que leur relation entre eux n'a rien à voir avec ce que les relations que leurs parents pouvaient avoir à leur époque avec leurs camarades. Donc c'est assez difficile de comprendre et de maîtriser aussi cet aspect des choses. Je crois on a fait le constat, nous en tout cas, qu'il y avait vraiment cette intrusion du numérique qui fait qu'il y a de plus en plus de distance entre les parents et les enfants, ajouté au fait qu'il y a de plus en plus de choses à apprendre. Une dernière réaction sur cette question des interlocuteurs dans le partenariat et de la variabilité de ces interlocuteurs. J'aimerais faire... Chacun votre tour, ce sera parfait. Juste une petite intervention, et là en tant que représentant syndical, à savoir qu'on est supposé communiquer uniquement aux responsables légaux, qu'on se confronte... Alors, il y a la culture, mais il y a aussi la société qui fait qu'on a des parents qui divorcent, etc., etc. Et que les enseignants se retrouvent des fois face à cette situation où ils ont toujours eu un interlocuteur à qui ils ont communiqué sur la scolarité de l'enfant, et que d'un seul coup, quand ils communiquent quelque chose et que la situation familiale a changé, ça peut être très problématique, et quelque part, l'enseignant a dépassé son droit de réserve parce que la personne n'a plus l'autorité parentale. Donc voilà, je pense qu'il faut être très très prudent sur cette communication qui doit être élargie, parce que légalement, on pourrait, en tant qu'enseignant, avoir des grosses difficultés par rapport à ça. Monsieur Imbert, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, rien de spécial, parce que ce qu'a dit le représentant du SNES correspond à notre vécu, quoi. D'accord. Alors, il nous reste un quart d'heure tout pile pour en venir maintenant au dernier temps de notre discussion, qui concerne donc la question du renforcement du partenariat, ouvrir de nouveaux espaces de coéducation. Alors, j'ai prévu une série de sujets qui me paraissent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie importants et mettant en jeu la question de la coéducation. Alors, on n'aura certainement pas le temps de les évoquer les quatre en 15 minutes, mais voilà, on va essayer de faire du mieux qu'on peut par rapport à ce qui était prévu au départ. Alors, on va commencer par une question hautement importante, dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure dans la table ronde précédente. C'est la question de l'orientation. La question de l'orientation, c'est bien sûr quelque chose qui est fondamental dans le parcours de l'élève, qui intéresse aussi bien l'élève, les enseignants que les familles, etc., etc. Et on sait que en Nouvelle-Calédonie, l'orientation génère parfois beaucoup de ressentiments, de rancœur, de sentiments d'injustice. Les enseignants parfois accusent les parents de ne pas se préoccuper de l'orientation de leurs enfants. Les parents peuvent se plaindre d'une orientation qu'ils ont à subir parce qu'elle a été décidée par les enseignants pour remplir des formations en manque d'élèves, etc., etc.
Alors, Monsieur Vanier, comment est-ce qu'on fait pour mieux orienter les élèves en Nouvelle-Calédonie? Alors j'aimerais quand même apporter une précision à ça. On est dans une phase dans le projet d'école calédonienne importante. Le professeur principal a un petit rôle d'orientation, un petit rôle, et il y a quand même un corps qui existe pour ça, qui s'appelle les conseillers psychologues. Il ne faut pas mélanger les rôles. Dans les recherches et les déterminations d'orientation, ces personnes-là sont là pour ça. On a souffert pendant des années d'un manque au niveau du corps, ce qu'on appelle le corps des COPSI. L'évolution, les différentes directions du vice-rectorat ont amené des changements qui aujourd'hui font que le corps des COPSI est en train d'être complètement refondu et professionnalisé. On a eu pendant des années des personnes qui étaient plus ou moins bien formées, il faut aussi le reconnaître. Aujourd'hui, ça devient du passé. C'est-à-dire qu'on est en train de recruter en nombre, on est en train de former en nombre des conseillers psychologues qui seront des professionnels complètement spécialisés dans cet aspect des choses. Donc, dire après que les enseignants ou les professeurs principaux interviennent mal ou, je dirais, essayent de modifier les orientations, non, je ne pense pas, je ne le pense pas du tout. Je pense qu'on a un bilan de compétences et d'acquis qui est fait au niveau de l'équipe pédagogique. Et à partir de ça, il appartient aux parents et aux élèves de consulter les COPSI, de voir les possibilités qui sont offertes à chacun et de faire les vœux en fonction de ça. Sachant qu'aussi également l'un des objectifs, notamment en sortie de collège donné par monsieur le vice-recteur actuellement, c'est d'essayer de satisfaire un maximum, alors on a eu des pourcentages mais sur lesquels je ne vais pas m'attarder, pour satisfaire au maximum ce qu'on appelle le premier vœu, c'est-à-dire être sûr que les élèves qui demandent une orientation en sortie de collège aient pratiquement, enfin en tout cas en très grande majorité, puissent obtenir ce premier vœu. Voilà. Mais je reviens bien sur le fait que l'orientation des élèves, c'est une partie vraiment très particulière de la scolarité qui revient aux conseillers psychologues. Voilà. Donc surtout ne pas mélanger les choses là-dessus. D'accord. Donc finalement, le rôle de l'enseignant en tant que tel, il est très limité dans l'orientation de l'élève? Parce que ça me paraît être un peu peut-être exagéré. Alors il est important parce qu'on a un bilan d'acquisition des compétences qui va permettre d'essayer de comprendre les profils d'élèves et comprendre les possibilités qu'il aura derrière de réussite en termes de vie professionnelle. Mais maintenant, la connaissance, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, l'orientation. On a aujourd'hui aussi des filières qui ont évolué, les filières professionnelles qui sont en développement, le BTS qui est en phase de passer sur le secteur professionnel. On a les filières universitaires qui ont été un petit peu modifiées aussi. Donc je pense que le bilan pédagogique appartient toujours au professeur principal. Il essaye d'être le plus objectif possible sur les éléments qu'il a. On parlait de la position de l'élève également, qui est quand même au centre du dispositif, parce qu'on est tous là pour faire en sorte que cet élève s'épanouisse et réussisse. Les vœux de l'élève qui viennent dans ça. Le bilan pédagogique permet de donner un avis un petit peu quand même de réalisme par rapport à ça. On a des élèves qui sont en difficulté, qui demandent des filières très difficiles. On est là aussi pour leur dire mais attention, parce que ça demande peut-être un travail plus soutenu ou un peu différent de ce qui a été fait jusque-là. Et l'aspect technique, c'est vraiment l'aspect qui revient au COPSI. Voilà. Donc dire qu'il y a quelque chose de plus important, tout est important. Mais les possibilités d'évolution, les possibilités d'orientation sont vraiment un domaine spécialisé du COPSI et le bilan pédagogique est quelque chose qui appartient au prof principal. Voilà. C'est deux univers différents. Monsieur Martin, vous voulez compléter? Oui, moi je voudrais compléter en fait pour juste en rapport avec le projet de l'école calédonienne. Aujourd'hui, c'est une situation effectivement qui est en train d'évoluer et qui va aller vers une meilleure, à mon sens, une meilleure prise en compte des potentiels, des souhaits et des possibilités des élèves. Par contre, si on fait le bilan des situations jusqu'à maintenant, moi je remonte à l'époque où j'étais dans les APE du collège, il est évident qu'en termes d'orientation, quand j'avais mes enfants en 6e et en 3e, les sources d'information,
personnes qui pouvaient nous renseigner, etc. C'était vraiment, il fallait aller à la recherche du bon interlocuteur, de celui qui avait les bonnes informations. Et pourtant, je veux dire, j'étais membre de l'APE et donc, comment dire, privilégié dans mes infos. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est encore aujourd'hui dans un système qui est en pleine évolution. Parce que, comme le rappelait très bien Emmanuel, il y a aussi une évolution forte des différentes filières qui peuvent être suivies en Nouvelle-Calédonie, et ça c'est quand même un point qui est non négligeable. Mais en même temps, si on n'a pas en face de nous des professionnels qui vont être les COPSI capables d'appréhender le bilan pédagogique, d'appréhender les volontés des enfants, capables de discuter avec les parents sur les potentielles voies qui peuvent être suivies, il est sûr que c'est pas un prof principal, c'est pas un enseignant dans certaines matières qui va être performant par rapport à tous ces élèves. Donc c'est vraiment un système qui est en train d'évoluer et qui devrait être beaucoup plus performant à l'avenir. Et alors ce fameux COPSI là dont vous parlez tous, est-ce qu'il est facilement accessible pour les élèves, pour les familles, ou est-ce que c'est difficile? Pour l'instant. Pour l'instant. Normalement, c'est une personne qui a des. Alors, selon les établissements, ce sont des gros établissements. Vous avez des personnes qui sont présentes en permanence, et c'est souvent sur rendez-vous parce qu'il y a quand même une charge de travail, il y a une étude de dossier, il y a quand même un travail d'amont à faire avant de recevoir les élèves et les parents. Maintenant, certains établissements plus petits n'ont que des créneaux horaires en disponibilité, mais ça fonctionne de la même façon. Je pense qu'à partir du moment où on a la démarche d'aller chercher des informations sur les orientations, encore une fois, c'est un système qui est en devenir. On est passé d'un système un petit peu de bricolage, d'improvisation, à aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus professionnel. On peut vraiment s'en réjouir parce que c'était une clé aussi de réussite. Si on a des jeunes qui sont bien conseillés, qui voient un petit peu plus loin que ce qui va se passer dans l'année d'après, ça veut dire qu'il y aura de la motivation, il y aura quand même des perspectives qui seront bien pour tout le monde. On a une visibilité aussi qui sera meilleure. Mais je pense que voilà, le système existe, il se développe encore plus rapidement aujourd'hui. Et accessible, oui, il est accessible, oui, je pense. Je pense de plus en plus. Et le développement et l'impulsion qui a été donnée là va faire qu'il sera de plus en plus accessible et de plus en plus simple à utiliser. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Oui. D'autres réactions sur cette question de l'orientation? Monsieur Humbert? A priori, par expérience, lorsqu'on veut avoir des informations sur l'orientation, on peut les avoir. Je ne sais pas si c'est à tous les niveaux de la même façon, mais au collège, il y a le conseiller d'orientation, et puis ensuite, il y a le CIO si on a envie d'avoir des approfondissements. Donc, moi, j'ai toujours... le retour des parents par rapport à l'information sur l'orientation est relativement correct. Par contre, est-ce que tout le monde en profite? Est-ce que tout le monde fait la démarche? C'est pas certain. Par contre, dans l'orientation, le rôle des parents est essentiel puisqu'il est indiqué que c'est au final les parents qui tranchent. Parfois, il y a un peu de conflit. Bon, on va laisser ça, ça se règle au niveau individuel. Mais il faut savoir quand même que pour les parents, a priori aussi, c'est compliqué l'orientation. C'est compliqué, même s'il y a toutes les démarches qui sont faites, si le terrain est balisé. Parce que les sigles qui sont en œuvre dans le système éducatif, ça rebute les filières, savoir qu'il faut passer par là, puis ensuite par là, c'est également assez difficile à tout saisir. Et puis il y a aussi l'éloignement de certaines filières. Je ne sais pas si je vais dire une bêtise, parce que je n'ai pas tous les éléments, comme vous pouvez les avoir vous. Pour prolonger dans une formation... de style écologiste, il faut aller au lycée de Pointe-Bout. En tout cas, c'est à Pointe-Bout qu'il y a cette possibilité-là. Et parfois, ça va rebuter une famille d'envoyer son enfant, si c'est une famille, bien sûr, éloignée de Pointe-Bout. Alors, c'est peut-être pas si simple que ça à régler, le problème. Par contre, une dernière remarque.
la situation passée, telle que nous on l'a vécue au niveau de l'UGPE sur l'orientation, je dis passée parce qu'on espère, avec les engagements du vice-recteur que rappelait M. Vanier, la situation passée était une situation qui n'était pas du tout satisfaisante. Il y avait énormément d'enfants, dont on s'occupait nous, qui étaient laissés pour compte à la rentrée scolaire. Et c'était des listes impressionnantes, hein, ça pouvait être plus de 100 personnes. Et M. Ringard a convenu que c'était tout à fait anormal, cette situation. Et il s'est engagé sur 90% d'orientation sur le premier vœu. C'est une avancée absolument considérable. Et on va voir à la rentrée si ils ont réussi à concrétiser leur ambition. Ce serait une ambition et une avancée absolument formidable que l'on va saluer, que l'on salue pour l'instant dans les intentions en tout cas. Ils ont mis en place également tout un système d'évaluation des résultats de leur orientation qui nous paraît de bon aloi. Et pour l'instant, on est assez impressionné par le travail qui est fait par cet excellent technicien qui est M. Ringard. Et on le dit maintenant, on ne le disait pas au départ, hein, sur notre opinion sur le vice-recteur qui venait de Métropole. On le dit maintenant. Ça, rétrospectivement, ça interroge sur les qualités des anciens vice-recteurs. Et ça, nous ne sommes pas du tout satisfaits. Parce qu'il y a eu des destins scolaires en quantité qui ont été perturbés par le mauvais engagement, la mauvaise exigence, peut-être le dilettantisme d'un certain nombre de hauts fonctionnaires. Bon, voilà des accusations bien graves. Est-ce que quelqu'un veut réagir encore une dernière fois sur l'orientation Oui. Emmanuel ? J'aimerais juste préciser, j'ai parlé tout à l'heure du professeur principal et des COPSI. Il faut quand même aussi... faut pas limiter l'orientation à ces deux personnes. Le métier de professeur, c'est aussi être capable de conseiller des élèves par rapport à ça. On a des matières, on a des spécialités, on a forcément aussi derrière des carrières professionnelles. Il est évident que même si techniquement on n'a pas le cheminement, on n'a pas forcément les appellations par rapport à ça, je pense que tous les professeurs, à un moment ou à un autre, ont un dialogue avec une partie de leurs élèves sur l'orientation. Et ça, il faut le maintenir. Parce que c'est aussi, ça apporte des petites choses, des petites informations, des côtés peut-être pratiques des différents métiers. Donc oui, le COPSI est là pour donner peut-être un bilan d'orientation possible et une discussion. Le professeur principal fait un bilan pédagogique, mais l'ensemble de l'équipe également apporte un conseil qui n'est pas négligeable. C'est vraiment important de prendre conscience, surtout pour vous qui allez quand même rentrer dans ce métier. À n'importe quel moment, il faut être capable d'apporter des réponses par rapport à ça, à votre spécialité, et par rapport à des situations d'élèves particulières. Notamment aussi, je pense aux élèves en grande difficulté. Voilà. Ça se passe à tous les niveaux. Il ne faut pas après dire c'est le prof principal, c'est la COPSI. Non, tout le monde est concerné. Après, à des degrés différents, c'est clair, avec des approches différentes, mais c'est justement ça qui fait la richesse des orientations. Merci pour ces échanges. Malheureusement, il est déjà 11h45, donc nous allons devoir commencer à partager la parole avec les gens qui sont dans le public. En tout cas, je salue la qualité des échanges, la qualité des relations qui se sont installées entre nous aujourd'hui. En tout cas, on avait à cette table des enseignants, des parents qui, manifestement, sont capables de communiquer et d'échanger. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la coéducation. Voilà. Donc, maintenant, quelques questions. Nous avons un quart d'heure pour échanger avant la pause de midi. Madame ? Donc, bonjour, merci. Moi, je suis Alexandrine Merine. En fait, je suis un futur parent à tendance intrusif. Voilà, tout de suite, j'annonce la couleur. Hein. Voilà, parce que moi, ma fille, elle n'a pas encore 3 ans, que déjà, je regarde ce qui se passe. Et donc, forcément, je compare l'école publique, l'école privée, l'école alternative, parce que moi, je croyais que c'était privé, mais non, c'est alternatif. Kinder School, James Cook, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'école avec un grand E. Voilà. Donc, à un moment, j'ai même pensé à enseigner moi-même à ma fille. Hein, voilà, quand même. Et en fait, je suis contente, franchement, de tous ces échanges, parce que ça me rassure un petit peu, hein, pas complètement, mais un petit peu. Hein. Parce que, moi, je suis d'ici, j'ai fait école Maria-V, collège Magenta, lycée Jules Garnier, l'université un petit peu, je me suis fait réorienter par la MIJ, enfin voilà.
Donc tout ça, il y a des choses que j'ai vécues, que j'ai bien aimées, il y en a d'autres, je ne souhaite pas que ma fille les vive. Donc moi, ce que je dis sur les espaces de dialogue, donc c'est vrai qu'on a des moyens en place, et moi je rêverais de la mise en place d'un bus des savoirs. Un bus des savoirs, c'est-à-dire je prends ma fille avec moi en tant que parent coopératif, et puis je vais aller lui faire ses cours de SVT à l'aquarium, au parc forestier. Si à un moment elle a un truc à faire, on ira au tribunal pour une petite étude pédagogique sur le tribunal ou accéder au congrès. En fait, rendre des espaces publics ouverts au public et à l'école pour avoir des laboratoires au sein des entreprises ou des institutions. Comme ça, on va arrêter de scinder tout ça, là. Et nous, on va pouvoir aller avec nos enfants, même si on n'a pas le niveau. Il y aura des conseillers sur place pour pouvoir nous aider, nous orienter. Moi, j'ai envie d'aller au musée pour déterrer une exposition sur les pétroglyphes avec ma fille. Elle prend son seau, sa pelle et son pinceau, et puis on y va. Même elle a 4-5 ans, elle peut le faire. Pour ça, bon, on ne va pas prendre du vrai, hein, on va prendre du faux. Mais on va leur permettre de toucher un point. Et qu'ils aient 3 ans, 4 ans, 5 ans, 15 ans ou 20 ans, ça va amuser tout le monde parce que c'est ludique. Donc moi, je voudrais qu'on puisse vivre l'école au quotidien de façon ludique pour rapprocher les générations et arrêter de creuser cet écart parents, enfants et grands-parents. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, peut-être une réaction ou un Oui, alors moi en tant que parent qui ai suivi effectivement la scolarité de mes fils de la maternelle jusqu'en terminale maintenant, les espaces dont vous parlez sont disponibles. Moi j'ai accompagné énormément de sorties, que ça soit effectivement au parc forestier, à l'aquarium, ou au tribunal, ou à la bibliothèque. Je suis aussi allé avec mes enfants tout seul dans ces espaces-là, pour leur faire découvrir d'autres choses, pour leur montrer les choses différemment. Et je crois qu'il est louable, quand on est parent, de faire, je dirais, ce minimum. Après, sur l'institution, on la respecte ou on ne la respecte pas. Moi, j'ai une bonne expérience, je la respecte a priori. Donc, derrière, je vais juste être présent pour que tout se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et sans être intrusif, on peut aussi participer, être dans le système et apporter son expérience. Il n'y a pas la nécessité d'être intrusif, d'être passif ou autre. Il faut juste à un moment donné se dire, est-ce que j'ai envie d'accompagner ou est-ce que je laisse faire ? Voilà. En tant que parent, c'est un choix. Christophe ? Moi, je pense qu'il y a aussi une solution par rapport à ce que vous avez dit. Et la réponse, elle a été aussi dans votre intervention. Ce n'est pas l'enseignement qui est obligatoire, c'est l'instruction. C'est-à-dire que rien ne vous empêche, par rapport à ce que vous voulez pour votre enfant, je veux dire, d'assurer vous-même l'instruction de votre enfant. Vous parliez tout à l'heure des écoles alternatives. Il y a la petite école, si je ne me trompe pas, Qui regarde la montagne. Ils sont sans doute dans cette démarche-là. Donc il y a toujours, quand même, pour les parents qui le souhaitent, qui ne sont peut-être pas satisfaits de l'école telle qu'elle existe aujourd'hui, de pouvoir trouver des solutions. Mais rien ne vous empêche de prendre votre enfant avec vous et de lui assurer vous-même aussi cette instruction. C'est tout à fait possible dans les textes. J'ajouterais que dans le projet éducatif, il y a une partie innovation que l'on défend absolument au niveau de l'UGPE. Et on voudrait qu'elle se concrétise. Effectivement, il y a des méthodes pédagogiques qui nous paraissent avoir fait leurs preuves, qu'il faut introduire, et avec des équipes volontaires éventuellement. En tout cas, c'est un volet qui tarde à se concrétiser. On a même peur qu'à un moment donné, ça disparaisse parce qu'il y a une telle centralisation dans notre système éducatif. Donc les parents, futurs enseignants, soyez aussi attentifs à pouvoir proposer des choses qui sont en alternative par rapport à ce que l'on nous propose actuellement. J'interviendrai juste pour réagir à ce que vient de dire Monsieur Imbert. Quels sont, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de démarche pédagogique qui a fait ses preuves et que soutient l'UGPE ?
pour qu'on ait une idée un peu exactement de Alors, ce vers quoi vous souhaitez aller en termes d'innovation. Ça date de loin, mais il y a par exemple le lycée autogéré de Saint-Nazaire, celui de la ville de Nouméa, wow non, gros lapsus, de la ville de Paris, le lycée autogéré de la ville de Paris. Il y a les écoles Montessori qui sont évidentes, il y a la pédagogie freinée. Enfin, je veux dire, les expériences pédagogiques qui ont été validées, elles sont très nombreuses. Il y a ce qui se passe en Finlande avec des écoles décloisonnées, avec des groupes de niveau à certains moments. Il y a aussi ce qui est proposé par Céline Alvarez dans son livre, qui est d'ailleurs une critique absolument radicale du système éducatif français, à juste titre, parce que les résultats en termes internationaux, vous les avez certainement en tête, montrent qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Oui, alors moi je suis entièrement d'accord en tant que parent d'élève qu'effectivement il y a des systèmes alternatifs qui existent. Il y a des systèmes qui sont tout à fait performants pour certains élèves. Et je rejoins le point de vue du GPE sur le fait qu'il serait bien que ça soit mis en place en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, tous ces systèmes existent en étant en parallèle avec l'école. Donc si le GPE souhaite effectivement que ces systèmes se mettent en place, pourquoi pas, en parallèle avec l'école. Question suivante. Oui, je voudrais juste partager. Tout à l'heure, pour l'instant, le système il est tel qu'il est, donc je pense qu'il est important de partager des expérimentations. Donc moi, étant des îles, je trouve les parents n'ont rien à voir avec les parents de Nouméa, par exemple. Donc ce que je voulais dire, c'est que par exemple, je prends l'exemple du lycée polyvalent des îles qui regroupe donc tous les enfants qui viennent des 3 îles. Eh ben, on a fait avancer les choses. Les résultats du bac sont meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout simplement un travail collaboratif qui s'est instauré avec les parents à travers une prise de conscience de ce que c'est le système éducatif chez les parents. Et donc ça, c'est pas forcément par le cahier de correspondance ou par des réunions au sein de l'établissement, mais de faire sortir faire sortir dehors, quoi. Je veux dire, on a utilisé d'autres espaces de communication pour mieux s'approprier l'école, parce que les parents, ils ont souvent souffert, donc ils ont peur d'être là, présent à un conseil d'administration. Il n'y a personne qui veut venir. Quand vous dites qu'il faut venir aux réunions, pour être correct, je veux dire, la plupart des parents d'origine mélanésienne ou autres ne viennent pas parce qu'ils ont peur, ils ont peur, ils s'expriment mal. Voilà, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Et je veux dire, si on a des échanges avec le chef d'établissement, on peut arriver à faire des choses. Un exemple, les études qui sont faites chaque fin d'année au lycée, on les inscrit dans le projet d'établissement. Donc pour justement pallier au problème du turnover des enseignants, les enseignants qui arrivent, ils savent qu'à la fin de l'année, ils sont dans, pas l'obligation, mais ça fait partie du projet d'établissement, des actions qui ont été mises en place, de s'engager aussi aux études. Et là, les parents sont aussi là à faire à manger et tout. Donc je veux dire, l'espace, il est là, il est plaisant, il est convivial. Et je veux aussi insister par les coéducations. Si on reprend un peu l'histoire qu'a hérité l'école calédonienne, la coéducation, elle se pose maintenant, mais dans le temps, dans les écoles missionnaires, c'était l'école de la tribu, c'était des écoles de proximité. Et en l'occurrence, dans les écoles privées, c'était les parents qui faisaient à manger aux enseignants. Les enseignants, il y avait le respect, il y avait tout. Donc les parents, ils étaient partie intégrante de la communauté éducative, parce qu'ils n'étaient pas encore payés, les enseignants. Et depuis le contrat d'association, où là, le contrôle pédagogique est passé, donc ce contrôle de l'État, et qu'il y a des contraintes, là, les parents se sont petit à petit retirés. Donc c'est pour vous dire que la coéducation dans ce système océanien, elle était là d'emblée. Mais je pense qu'il y a eu la force, la puissance du système éducatif qui a fait qu'après, chacun s'est cantonné, parce que je pense qu'il y a peut-être une peur ou un stress par rapport à ce système qui semble complexe. Donc, j'ai envie de dire encore des choses qui ont été faites. En début d'année, des réunions sont faites avec les parents pour dédramatiser l'école. Expliquer ce que c'est qu'un CA, conseil d'administration. Expliquer ce que c'est qu'un professeur principal, son rôle. Voilà. Après, il y a, comme on dit, à l'école des parents aussi. Ça, c'est des choses qu'on peut voir, qu'on peut, par exemple, le soumettre dans les tribus. C'est tout ça, je veux dire, il y a des choses qui sont faites dans des petits endroits isolés, souvent on ne le dit pas, mais il y a des choses qui sont faites pour amener à de meilleurs résultats. Voilà, c'est un partage. Et je rappellerai aussi les expériences qu'avaient partagées l'année dernière avec nous lors du premier colloque du LIR, le chef d'établissement du collège de Poya, le CPE du collège de d'Ouvéa,
sur cette implication très forte pour mobiliser les parents à l'école. Question suivante. Oui, je voudrais revenir un peu sur les outils qui sont mis en place pour que les choses se passent bien entre l'école et les parents. À vous entendre depuis que je me suis assise là, j'ai l'impression que tout va bien, que les professeurs ce sont des personnes qui connaissent tout, qui savent bien faire et qui font le maximum. Or, on constate dans ce qu'on vit tous les jours, nous parents, que ce n'est pas toujours le cas. Pour prendre l'exemple de Pronote, oui, effectivement, c'est quelque chose, c'est très bien. Mais est-ce que les professeurs de chaque matière remplissent vraiment les cours qui sont donnés? Est-ce que c'est bien mis en place ça? Parce que moi, pour l'avoir vécu, c'est pas toujours le cas. Je vais vous répondre déjà sur cette question parce que c'est aussi une préoccupation qu'on a eue. Moi, j'étais au départ au collège. Et au collège, on a mis en place Pronote. Il faut savoir que dans les établissements aujourd'hui, le cahier de texte qui existait n'existe plus. Ça fait plusieurs années. Ça fait au moins 4 ou 5 ans maintenant. Donc, Pronote est là pour le remplacer. Dans le collège, on était habitué à avoir effectivement non seulement le contenu des cours, les devoirs à faire et les notes qui étaient renseignés de manière régulière et qui s'est faite sur 2 ans de manière, je dirais, maximale. Quand je suis arrivé avec mon fils au lycée La Pérouse, quand il est rentré en seconde, je me suis aperçu qu'en fait, le dossier Pronote était complètement en chantier. Il n'y avait rien comme information. Et ça a été mon combat en tant que président de l'APE, au cours des conseils d'administration, au cours des entrevues avec monsieur le proviseur et ainsi de suite, de faire évoluer les choses. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où les parents sont mobilisés auprès des instances, en l'espace de 2 ans, tout a évolué de manière très forte. Parce que Pronote, c'est obligatoire. C'est-à-dire que le renseignement des notes, le renseignement des devoirs et le renseignement des cours, d'accord, c'est obligatoire. Donc il faut vraiment mettre la pression sur le chef d'établissement qui lui-même va effectivement derrière mettre en place des notes de service pour dire voilà, messieurs et mesdames les enseignants, vous avez à remplir Pronote. C'est une obligation. Donc en tant que parent, il faut vraiment exiger. Et ça a été mon combat pendant 2 ans, et ce qui fait qu'aujourd'hui, mon fils passe son bac et je peux vous dire que Pronote est super bien renseigné. Ou en tout cas, a fait une progression phénoménale. Oui, rapidement. J'aimerais compléter d'un point de vue enseignant cette fois. Vous avez vécu cette transformation donc avec vos yeux de parents. Le métier d'enseignant à partir du moment où il a été confronté au numérique et au système de Pronote a complètement changé aussi. Ça ne veut pas dire que les cours ont changé, mais la communication interne à l'établissement et la communication aux parents a changé. Et il est clair que pour certaines matières, ça s'est fait simplement parce que, je parle par exemple de la technologie, on était habitué à utiliser le numérique, on avait déjà intégré ça à notre système d'enseignement, notamment sur la diffusion de documents numérisés. Sur d'autres matières, ça a été un petit peu moins évident. Maintenant, tout le monde a bien pris conscience des enjeux, tout le monde sait, c'est obligatoire, effectivement. Tout le monde a appris à maîtriser aussi, parce que le fait d'allumer un ordinateur pour compléter des informations de cours, des informations de devoirs à faire, etc., c'est pas si évident que ça, d'accord ? Au bout de 2-3 ans, la mise en place est faite. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose qui fonctionne bien. Mais voilà, il faut garder à l'esprit que ça a été une très grosse transformation pour tout le monde, autant pour vous, parents, que pour les enseignants que nous sommes. On va prendre une dernière question, s'il vous plaît. Ce sera la dernière. Ensuite. J'ai pas fini. On a voulu répondre avant là, mais j'ai pas fini sur. Ah pardon, terminé. Voilà. S'il vous plaît, rapidement. Alors rapidement, je voudrais dire quand même que le métier d'enseignant, c'est, j'ai envie de dire, c'est un sacerdoce. Hein, c'est vous enseignez quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pour nous parents ou les enfants, les élèves, quand ils voient défiler à l'année, si ce n'est au trimestre,
les professeurs d'une même matière. Comment on fait pour suivre véritablement le suivi scolaire? Comment on fait le suivi scolaire de notre enfant quand on a des professeurs d'une même matière qui passent? Il y a ça aussi, on parle des parents avec des monoparentales et tout ça, avec des parents, des interlocuteurs différents dans l'année pour les parents, mais les parents vis-à-vis du corps enseignant, on a aussi des enseignants qui changent. Il faut aussi le souligner, ça. Je crois qu'on a besoin d'une réponse d'enseignant à une question sur les enseignants, non? Moi, je l'ai pris plus sur une matière, donc plus sur le secondaire, non? C'était plus sur le secondaire ou le primaire? C'est primaire et secondaire, hein. On a c'est général, hein. Mais effectivement, le secondaire est très touché. Mais il faut aussi tenir compte du milieu, parce qu'une école dans un certain quartier et une école dans un autre quartier, ça ne se passe pas de la même manière. Vous avez bien parlé tout à l'heure du milieu socio-culturel. Il intervient pour beaucoup aussi. Et comment faire pour des parents qui connaissent rien, qui ont peur de parler, comme nous disait la dame tout à l'heure, comment ils font pour avoir leur place aussi dans l'école, et par rapport aussi à ce changement de professeurs, d'enseignants? Dans le primaire, normalement, il n'y a pas de rupture. Il y a une continuité, c'est-à-dire que normalement, un enseignant a des documents pédagogiques, et quand l'enseignant s'absente, parce que ça peut arriver qu'il s'absente, ou alors peut partir en congé de maternité, automatiquement, ce qui se passe, c'est que le travail qui a été fait, la personne qui reprend la classe, c'est exactement où l'enseignant s'est arrêté et poursuit par rapport aux programmations, par rapport aux progressions qu'il y a dans la classe. Donc là, normalement, il y a une continuité. En tout cas, c'est ce qui se passe dans le primaire. Alors, concernant le secondaire, je pense qu'il faut dissocier deux choses. Il y a eu énormément de réformes sur les dernières années qui ont fait que les établissements ont plus ou moins vite assimilé les réformes, et les enseignants également ont plus ou moins vite assimilé ces réformes. Ça veut dire que dans le principe de remplacement, ça a un petit peu rendu les choses difficiles. Maintenant, dans tous les établissements, il y a un système de coordonnateurs, il y a des progressions propres à chaque matière, avec des compétences, avec des choses qui sont parfaitement répertoriées. Dire que ça fonctionne toujours parfaitement, non, c'est clair, vous avez raison là-dessus. Il y a des ruptures liées au changement d'enseignant. Mais normalement, c'est assez limité par le fait que justement, on ait ces systèmes de progression, on ait des équipes pédagogiques par matière, qui sont là aussi pour assurer la continuité quand vous avez une personne qui part, pour dire, voilà, cette personne, elle en était là, on va continuer sur ça et ça. Ça veut dire aussi qu'il faut que les équipes fonctionnent bien. C'est un travail du quotidien pour nous. Et je comprends que vous ayez quelquefois des difficultés à faire les liens, mais ces liens existent, les équipes sont là pour ça. Et si ça ne fonctionne pas parfaitement, en tout cas, tout le monde essaye de faire l'effort et tout le monde essaye de faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. La dernière question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais revenir sur Pronote également. Alors, c'est vrai que Pronote, c'est un outil formidable pour nous, les enseignants, pour les parents d'élèves aussi. Mais je pense que dans la réalité, les élèves, notamment ceux qui sont en difficulté, en ont peur. Pour vous donner un exemple concret, il y a 2 semaines, repas de famille, chez ma belle famille, ma belle-mère a dit à mon beau-frère, voilà, Fabien, c'est bientôt ton conseil de classe, j'ai été voir ton Pronote. Le gamin, il s'est décomposé à table. Parce qu'il n'a pas forcément des bonnes notes, et il sait que les parents, quand ils vont sur Pronote, c'est pour voir les devoirs et les notes. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une plateforme qui soit, pour reprendre les termes de tout à l'heure, plus conviviale pour les parents, les enseignants, mais aussi pour les élèves? Voilà, c'est ça ma question. Bon, là, je ne suis pas certain que les personnes qui sont réunies soient particulièrement directement touchées par, soient pas aux décisions pour pouvoir faire évoluer l'outil. Alors, c'est une critique de l'outil, hein. Il a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je crois au contraire que le fait de renseigner au fil de l'eau les notes et les différents devoirs qui sont réalisés, c'est plutôt bien, parce que ça évite de se retrouver dans la situation qui existait auparavant, à savoir une période passée, on avait le bulletin.
Et une fois que le bulletin tombait, on disait ah ben mince, il y a eu un problème là, il y a là qui ne va pas. Là, on a les notes au fur et à mesure. Ça veut dire que normalement, on est capable, s'il y a justement des rencontres à faire avec les professeurs ou du travail un peu soutenu sur certaines matières, les parents ont accès, les parents ont l'information. Et cet outil-là, il a ce gros avantage, devant peut-être l'inconvénient de dire, parce que vous avez l'air de dire que c'est plutôt un outil pénalisant pour des élèves en difficulté. Il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir au contraire. Les élèves en difficulté vont très rapidement pouvoir constater où sont les difficultés. Les parents vont constater où sont les difficultés et le travail va pouvoir être mis en place avant d'arriver à cette fameuse échéance de trimestre ou cette fameuse échéance de fin d'année. Il ne faut pas le prendre comme de cette façon-là. Il faut au contraire le prendre dans un élément de renseignement alimenté en permanence. Et de contact également, oui, entre les enseignants et les parents et les élèves. Donc je suppose que certaines personnes vont être frustrées parce que nous allons prendre encore une mini-question qui vient de ma droite et que nous n'en prendrons pas d'autres. En revanche, ceux qui souhaitent poser des questions ou échanger avec les participants peuvent directement à la fin descendre et leur poser des questions. Donc c'est juste une dernière mini-question. Oui, bonjour, c'est Aurore Vaux, je suis jeune maman et PE2 aussi, donc je suis en train d'apprendre le métier d'enseignante. Nous sortons d'un stage de maternelle et de 2 jours d'observation en collège et on a été quand même assez interpellés par le comportement de certains enseignants et également les assistantes maternelles qui travaillent en cycle 1. Et j'aimerais savoir ce qui est fait en fait pour ces personnes-là notamment. On dit que le cycle 1 est important pour l'enfant dans l'acquisition du langage, pour lui donner le goût de l'école, pour le motiver, etc. Et je remarque sur le terrain des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées et il n'y a pas d'analyse de pratique, on ne les accompagne pas. Donc voilà, donc c'est juste une petite remarque. Et puis également dans le secondaire, avec des comportements véritablement parfois malveillants envers les adolescents, qui certes sont assez remuants, mais ça ne justifie pas toujours le comportement de certains enseignants. Voilà, c'était juste une petite intervention, je vous remercie.